Alors, effectivement, hier, j'ai fait une petite erreur, je ne me suis pas présentée, donc je m'en excuse. Et rapidement, pour ne pas prendre trop de temps sur ce qui suit, mon nom, vous l'avez, Clotilde de Ravignan, je ne sais pas où il se promène quelque part, mais ça ne fait rien. Je suis mère de famille et grand-mère, avec François, mon mari, qui n'est plus avec nous, qui est voilà, dans un lieu où il fait bon être, je pense. Nous avons vécu beaucoup en Afrique, en Algérie, et la passion de François était la petite paysannerie et la recherche de toutes les causes à l'exclusion. Donc il a travaillé, écrit sur les raisons de ces malheurs, on pourrait dire, des exclusions, exclusion de la terre, exclusion du travail et exclusion du marché. Voilà. Donc, arrivé dans l'Aude, nous avons continué, où il a continué lui de son côté, avec cette jeune paysannerie qui demandait à s'installer et à s'enraciner. Et moi, j'ai monté l'atelier du Traînel à Carcassonne, qui voulait valoriser les savoir-faire des femmes qui venaient, et qui souvent étaient des femmes marocaines, algériennes ou tunisiennes. Après, les vagues se sont succédées. Aventure assez extraordinaire pendant 10 ans, mais les préoccupations du marché, je n'étais pas rentable. Par conséquent, on a gardé ce que j'avais créé ensuite, c'est-à-dire l'aspect cuisine, pâtisserie, et puis on a supprimé le reste, tapisserie, alphabétisation, culture générale, dialogue avec les femmes, et tout ce qui donnait de la chair à tout ce que nous faisions. Voilà, ça fait partie malheureusement de tout ce qui peut arriver actuellement. Je crois que c'est assez. Voilà. Maintenant, il m'avait été demandé d'être le petit fil rouge, ou de faire le petit fil rouge, en rappelant, pour ceux qui n'étaient pas là hier, de quoi nous avions parlé, qu'est-ce qui s'était passé pendant cette journée. Alors, Monseigneur Echenne nous rappelle la nécessité de sortir de l'entre-soi, puisque Dieu s'adresse à tous par des moyens que seul il connaît. Donc, c'est une bonne préparation à l'écoute de ce qui va suivre. Pour les chrétiens, il s'agit, dit-il, d'accueillir l'imprévu de Dieu sans savoir où en nous l'autre va se opérer un déplacement ou permettre un déplacement. Saint François nous apprend l'émerveillement, ce saisissement qui nous décentre de nous et nous oriente vers les autres. Il y a une référence également sur les logiques d'abus de pouvoir dont notre monde est plein, mais on peut faire le parallèle. Ces abus de pouvoir, on peut les reconnaître dans la façon dont nous avons abusé de la nature et dont nos systèmes économiques abusent de la nature. Nous avons eu ensuite un petit rappel de ce que pouvait être l'écologie scientifique qui émerge à la fin du 19e et qui s'est développée à travers les années et que nous retrouvons encore aujourd'hui à travers l'idée de maintenant, c'est une discipline qui s'enseigne dans les écoles. Voilà. De toute façon, maintenant, il s'agit non plus d'avoir une vision sectorielle ou protection de la terre ou qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat,
mais il s'agit d'avoir une vision anthropologique. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain habitant ce monde et dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire sociale, politique, éthique, économique, plus la complexité de notre milieu planétaire. Et le pape, effectivement, lui, sa grande intuition, ça a été écouter la terre et la clameur des pauvres. C'est-à-dire il n'y a pas la terre et tous ces handicaps d'un côté et les pauvres de l'autre. Tout est lié. Est-ce qu'il nous a été rappelé encore hier soir, ce lien absolu. On ne peut pas être humain sans être en lien. Voilà, je pense que toutes les crises que nous connaissons sont liées. Nos choix de vie, nos états d'être ont donc une incidence sur la totalité de notre vie, et spirituelle, et économique, sociale et politique. Notre vision du progrès, notre vision de ce que nous avons pensé être bon à certains moments, doit être également rejugée à l'aune, effectivement, de l'humain, qui doit devenir une norme d'évaluation, si je peux dire. Nous avons, comme nous le rappelle Elena, une chance d'inventer maintenant du nouveau, de laisser agir le nouveau, ne pas se presser d'intervenir. Et au fond, l'Évangile nous rappelle un peu ça quand il est question de livrer du bon train. Maintenant, je laisse la parole. J'espère que tous ceux qui étaient là hier vont se retrouver dans ce petit fil rouge. Je n'ai pas développé parce que nous démarrons un peu tard et je voulais ne pas trop empiéter sur l'espace de Monsieur Ibal. Je vous demanderai de vous présenter. Ça ne doit pas être trop difficile pour vous. Voilà, et je vous remercie. Et nous vous remercions. Hop. Bien, bonjour à tout le monde. S'agissant de me présenter, je dirais que ma formation initiale, c'est agrégé et docteur en philosophie, mais j'ai fait aussi, alors ça c'est mon côté théorique, je continue le concept sur lequel je travaille depuis que je fais de la philosophie, c'est le concept d'altérité. J'ai écrit quelques livres là-dessus et j'en sors un nouveau en novembre, c'est-à-dire ce mois-ci, enfin le mois prochain. Mais il y a aussi un côté pratique qui m'a pris énormément qui me prend encore énormément de temps, c'est le syndicalisme, qui me met les pieds sur terre. Il paraît que les philosophes sont des rêveurs, mais le syndicalisme ne fait pas rêver, dans les nuages du moins. C'est ainsi que vous faites de jolis développements pour une assemblée sur philosophie politique, et vous avez quelqu'un qui vous demande « Oui, mais le prix du beefsteak a augmenté hier. » Ça vous promet tout de suite les pieds sur terre. Donc je suis toujours conseiller spécial du président de la CFTC, qui est l'un des 5 syndicats représentatifs. Et puis, je suis président des semaines sociales de Toulouse. Il y en a d'ailleurs ici quelques-uns. J'ai été longtemps vice-président des semaines sociales de France. C'est là que j'ai connu Elena. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors comme métier, oui, j'avais un métier quand même, j'ai toujours un peu reparti. J'étais professeur permanent, on dit, c'est dans le jargon, professeur permanent en grande école supérieure de commerce, de la conférence des grandes écoles,
Mais je n'enseignais pas le commerce, hein, j'enseignais l'éthique ou la géopolitique, des trucs comme ça. Je crois que... Ouais, oui, actuellement, je suis président du conseil scientifique de l'Institut des hautes études du monde religieux. Puis on va s'arrêter là, hein, parce qu'on a peut-être des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Alors, s'agissant de Laudato Si, mon entrée dans cette encyclique sera un peu différente, mais heureusement, de celle de mes prédécesseurs à cette table. Puisque c'est l'angle du progrès qui sera l'angle principal. Et j'ai pas mal travaillé, mais un peu comme tous ceux qui s'intéressent à ce qu'exprime l'Église. J'ai beaucoup travaillé, plus que sur d'autres encycliques, sur Laudato Si. On avait fait en 2015, lors de la sortie, un article, on était plusieurs, un article, je me demande s'il n'y a pas Elena là-dedans, un article dans La Croix, on était plusieurs à le signer. J'avais fait un article dans Les Échos, il est là, et surtout en décembre 2015, et à l'année de l'apparition de Laudato Si, un chapitre dans la revue que vous connaissez peut-être, la revue Projet, qui est la revue sociale des jésuites, pour résumer, et qui porte justement sur le progrès. La revue s'appelait Sauvé par la révolution numérique, mais pour moi c'était directement le progrès. Et puis j'ai fait des séries d'émissions sur RCF, et j'ai fait un colloque, j'ai participé à un colloque à l'Institut catholique de Toulouse, toujours sur Laudato Si, si bien que quand je me suis mis à préparer pour aujourd'hui, je me suis dit, tu choisis quel genre de conférence. Et puis je me suis aperçu que rien n'était plus vraiment adapté, et j'ai essayé de remanier tout ça pour aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire que nous n'avions pas entendu de tels coups de tonnerre dans le ciel de l'Église universelle depuis Rerum Novarum, ou Rerum Novarum selon les prononciations que l'on veut donner, de Léon XIII en 1891. Léon XIII qui déjà dénonçait sans langue de bois, l'injustice sociale. Parce que très souvent, on dit François dans Laudato Si est sans langue de bois. Alors ça c'est vrai. Il est sans langue de bois, mais c'est pas la première fois qu'un pape s'exprime sur les sujets de société sans langue de bois. Rerum Novarum dans le style de la fin du XIXe siècle. Et très clair, très énergique. Il emploie même des vocabulaires qui n'appartenaient pas à l'Église, par exemple, classe sociale, la classe ouvrière. Elle dénonce la misère de la classe ouvrière en employant l'expression classe ouvrière. Donc c'était pour l'époque, même aujourd'hui, c'est quand même un texte qui avait bouleversé. Et je crois que depuis 1891, il y a eu des tas d'encycliques sociales très très intéressantes, très enrichissantes, et qui ont apporté beaucoup, pas simplement à la réflexion, mais à l'action. Mais il n'y en a pas eu d'aussi percutante dans son style que Laudato Si. C'est d'ailleurs un paradoxe médiatique, qui serait comique s'il n'était pas tragique d'ailleurs, c'est que tout le monde, dans le monde, ou presque, hein, mais tout le monde on peut dire, dans le monde, pas simplement dans l'Église, applaudit Laudato Si, surtout au moment de sa sortie. Et pourtant, cette encyclique n'est pas du tout consensuelle. N'est pas du tout consensuelle dans un contexte de mondialisation parfois ultralibérale et de destruction de la planète. Depuis que Laudato Si est sorti, on continue quand même à détruire la planète. Mais tout le monde a applaudi, hein. Tout le monde a applaudi.
Elle n'est pas simplement médiatique dans son style, il y a des phrases slogans. Donc, elle pourrait être, on peut insister sur son aspect médiatique. Mais elle est aussi très argumentée. Et pas simplement argumentée en théorie théologique, philosophique, économique, mais elle est argumentée aussi dans le détail pratique. En particulier le chapitre 1, où on va assez loin dans le détail. Et même si le pape est extrêmement clair, il tient compte, et là c'est une chose difficile pour quelqu'un qui écrit, il tient compte de la complexité. Il est clair, mais il tient compte de la complexité. Et je crois que l'un de nos défauts, enfin mon défaut toujours, mais l'un de nos défauts, c'est peut-être de ne pas tenir assez compte de la complexité. De croire qu'il suffit de s'orienter vers et que ça va aller beaucoup mieux, sans s'apercevoir que la complexité, ce n'est pas le caractère de ce qui est compliqué. La complexité, c'est le caractère de ce qui est dépendant de bien d'autres choses. Et que quand on touche un élément du puzzle, on bouleverse l'ensemble. Il y a même des paradoxes. J'en cite un qui n'est pas dans l'encyclique, mais qui est d'actualité. C'est qu'on pourrait croire dans une culture, un esprit écologique, on pourrait croire que le retour à la nature, par exemple le feu de bois, est quelque chose de bien écolo par rapport à l'emploi du fioul, du gaz, de l'électricité. Eh bien c'est faux, hein. Le chauffage le plus polluant, et de beaucoup, c'est le chauffage au bois, et de beaucoup. À tel point que Paris a failli plusieurs fois interdire à l'intérieur de la ville le chauffage au bois, qui pollue plus que les voitures sur le périphérique. Alors qu'il n'y a pas tellement de chauffage au bois que ça dans Paris. Donc, il y a des paradoxes, il en tient compte. Et un autre paradoxe peut-être plus profond, c'est celui de la sobriété, qui est complexe parce qu'il tient compte de la spiritualité et il tient compte de l'économie. Il est à cheval sur la spiritualité et l'économie. Et je trouve, je n'ai pas le temps de développer, mais je trouve que l'expression de Jean-Baptiste de Foucault, il y a 15-20 ans, Jean-Baptiste de Foucault est un chrétien très engagé, ancien commissaire général au plan, parle d'abondance frugale. Moi je trouve que c'est très intéressant, parce que l'expression contient un paradoxe et dit bien ce que peut être la frugalité dans le sens même de Laudato Si. Parce que c'est pas, on ne parle pas ici de la sobriété dans une encyclique théologique, mais dans une encyclique sociale et écologique, le terme d'abondance frugale, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas à l'âge de pierre, on n'essaie pas de retour en arrière, ni même d'austérité, mais il s'agit de frugalité aussi, c'est-à-dire de ne pas prendre plus que ce qui est nécessaire. Alors dans un style direct, populaire, et je dirais même militant, moi qui suis syndicaliste, j'ai trouvé que c'était militant, très différent de certains de ses prédécesseurs, le pape François avait déjà écrit une avant-première, et tous ceux qui sont intervenus ici en ont parlé, une avant-première de Laudato Si, avec cette exhortation apostolique qui est la joie de l'Évangile en 2013, 2 ans avant, donc Laudato Si. Moi, je voudrais juste citer quelques expressions fortes de l'exhortation joie de l'Évangile et qui annonce Laudato Si. C'est des têtes de chapitre. Non à une économie de l'exclusion. Non à la nouvelle idolâtrie de l'argent. Non à la disparité sociale qui engendre la violence. Ce n'est pas une interprétation que je vous donne, c'est le texte. Laudato Si renforce et a presque, dans certains de ces chapitres, l'apparence d'un manifeste politique, au sens noble du mot. Je cite par exemple, l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance, c'est le paragraphe 193,
dans quelques parties du monde, on voit bien lesquelles, nous sommes concernés, mettant, alors le but c'est quoi? Il continue la phrase, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Ça a fait scandale, ça. Même si Laudato Si a été applaudi, cette phrase a fait scandale, particulièrement pour certains économistes et chez certains politiques en Occident. Et je dois dire, je dois confesser que moi-même j'ai quelques réserves sur la formulation. Je suis tout à fait d'accord avec l'intention de ce qui est dit, à savoir que les pays riches doivent tenter de prendre sur leur richesse pour venir en aide aux pays du Sud, et une aide intelligente. Il ne s'agit pas de donner à manger, mais de donner les moyens à ces pays de se développer eux-mêmes. Et ça, je le comprends bien. Mais demander aux pays riches une décroissance, c'est tout simplement, à mon avis, et l'avis de beaucoup d'économistes, c'est tout simplement impossible, quoi. On ne peut même pas tenter une transition écologique s'il n'y a pas un minimum de croissance économique. On ne peut même pas le tenter. Parce qu'il faut des moyens pour tenter ça. Donc, décroissance, on peut garder la phrase, mais il eût fallu peut-être l'expliquer davantage. On peut garder la phrase avec tous ces mots, mais en expliquant que décroissance signifie décélération, par exemple. Mais en tout cas, là où c'est très net, et où je suis tout à fait d'accord, et là c'est vraiment l'essentiel, c'est qu'il faut un autre modèle. Alors, on est tout à fait d'accord, pour une raison simple, et encore tragique. Par exemple, si tout le monde dans la planète consomme autant que les Occidentaux, il est évident que l'humanité va consommer 3, 4, 5, 6, 10 fois les ressources de la planète. Et dans un exemple encore un peu plus particulier, si simplement les Chinois et les Indiens, là j'en rajoute là, ont un jour autant de voitures que nous et de voitures en moteur thermique que nous, l'humanité ne peut même plus respirer, quoi. C'est plus une question de gaz à effet de serre, quoi. On ne peut plus respirer. Donc la générosité occidentale ne consiste pas à vouloir faire en sorte que les pays en développement deviennent comme nous, mais consiste à une autre solidarité pour que tout le monde puisse vivre sur cette planète et la faire continuer de vivre pour les générations suivantes. Alors c'est ainsi que pour François, il n'y a pas deux crises séparées. L'une qui serait environnementale, c'est celle dont on parle le plus au sujet de la Laudato Si. Et l'autre sociale, c'est celle dont on parle le moins, et pourtant elle tient autant de place que l'aspect environnemental, et même à l'origine c'est une encyclique sociale. Mais il y a une seule et même crise, avec sa complexité. Il l'explique par exemple au paragraphe 139, et tout est lié, comme il le répète souvent, non seulement sur ce point de sauvegarde, François ne nuance pas, il radicalise, et c'est pas souvent ça, c'est la plume d'un pape. Il radicalise sa vision politique et économique, je cite, « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier. Sur ces questions, je poursuis la citation, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. » Paragraphe 194. Et le philosophe a tendance à insister sur cette citation parce que jusqu'à présent, l'Église tenait à avoir une terminologie thomiste, saint Thomas d'Aquin,
et donc une terminologie plus ou moins aristotélicienne. Et s'il y a bien un concept aristotélicien central, et thomiste aussi, c'est bien celui de juste milieu. Et là, de façon claire, nette et précise, la notion de juste milieu est rejetée. Ça a donc une importance tout à fait particulière. Et si le pape a bien compris l'immense enjeu, les dirigeants de ce monde, eux, selon l'encyclique elle-même, mais il a raison, n'ont rien compris. Au paragraphe 189, il constate amèrement que, je cite, « la crise financière de 2007-2008 était l'occasion pour le développement d'une nouvelle économie. » Voilà ce qu'il dit. Or, il s'est agi, je cite encore, de sauver les banques, je cite, c'est pas moi qui interprète, de sauver les banques à tout prix en faisant payer le prix à la population. C'est ce qui est écrit dans le paragraphe 189. Il prend donc des exemples très concrets, comme rarement dans des encycliques, et des exemples concrets à sens politique fort. C'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'il y avait un paradoxe médiatique. Tout le monde applaudit, mais on se demande pourquoi ils applaudissent, quoi. Et d'ajouter, en faisant progresser à nouveau l'enseignement social qui n'est jamais figé, l'enseignement social de l'Église, je cite encore, mais là on est au paragraphe 179 et 181, il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population. C'est bien la première fois qu'un pape en appelle à la pression de la population. Alors, attention, il faut quand même mettre des nuances, parce que pression de la population, ça signifie d'abord pour lui de prendre l'initiative de nouvelles structures économiques telles que le microcrédit, telles que de nouvelles formes de coopératives. C'est pas forcément aller dans la rue avec des pancartes. Mais c'est quand même aussi aller dans la rue avec des pancartes. Et un pape qui fait appel à la pression des populations, c'est quand même assez nouveau. Et il nous dit que le changement est désirable, il est bien sûr favorable au changement, mais la question est très intéressante. Changement, mais vers quoi? Il le dit au tout début, ça, paragraphe 18. Changement vers quoi? Quelle est la finalité? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'instant, dans l'immédiateté, dans le court terme? Finalement, on veut le changement, mais quel progrès et pourquoi faire? Alors, j'en viens là à mon chapitre suivant, qui est peut-être là-haut, voilà, oui, au chapitre 2. Comment en sommes-nous arrivés là? Le XVIIe siècle, en Europe, confère au progrès une finalité salvatrice, qui sauve, qui donne le salut. Et l'enracine, cette finalité salvatrice, dans les sciences. Et peu à peu, à partir du XVIIe siècle, le progrès va prendre la place de la religion dans la capacité pour l'humanité de faire son salut. Le progrès scientifique et technique, mais aussi le progrès politique et social. Or, l'Europe va peu à peu s'apercevoir d'une contradiction inhérente au progrès, contradiction entre les buts du progrès et les moyens du progrès technique, scientifique, politique. Le but affirmé du progrès, que tout le monde partage, c'est la pacification de l'existence, c'est-à-dire l'harmonisation de la vie, l'harmonisation de la condition humaine, l'absence d'adversité, j'entends par là l'absence de maladie, l'absence d'échecs dans nos vies, et pourquoi pas, c'est le transhumanisme, l'absence de mort. C'est aussi la complémentarité de la nature pour combler les besoins de l'homme. C'est l'effacement de toute souffrance,
physique ou morale, de tout dysfonctionnement, de toute altération, ça serait le but du progrès. Mais les moyens vont en sens contraire, parce que les moyens, c'est une succession de ruptures, c'est une succession de remises en question du passé et du présent. C'est pas du tout une harmonisation, c'est une ouverture à l'autrement, à l'ailleurs. Par exemple, les ampoules, les néons qui nous éclairent ne sont pas un progrès de la bougie. Les physiciens n'ont pas travaillé sur la bougie pour découvrir l'ampoule électrique. Il y a rupture. Et ces ruptures ont des conséquences humaines fortes. Je peux citer la première révolution industrielle et j'y reviendrai, mais plus près de chez nous, plus près de notre temps, de notre époque, lorsque les grandes surfaces sont apparues, le petit commerce du centre-ville a commencé à fortement décliner. Ça crée des ruptures sociales. Même encore, donc aujourd'hui, l'apparition de la robotique crée en ce moment des ruptures sociales. Donc ces ruptures sont souvent tragiques. Et l'époque de l'invention de la machine à vapeur, donc première révolution industrielle, c'est celle du cortège, de l'exode rural, de la misère humaine dans les villes. Hein. Tout le monde a lu Victor Hugo ou Émile Zola. Même si par ailleurs, faire attention, hein, c'est ça la complexité. Et je répète, François tient à bien mettre l'accent sur ça, sur les complexités, même si par ailleurs, l'industrie et les chemins de fer s'avèrent très utiles. Il y a eu cependant des ruptures tragiques, sociales. Aujourd'hui, les moyens altérants, c'est-à-dire qui apportent de la destruction, les moyens altérants du progrès sont tellement contraires au but intégrant du progrès, que l'avenir même de la planète est en danger. D'où un sous-paragraphe suivant, qui est la naissance de la culture occidentale. Je ne sais pas si j'ai noté les sous-paragraphes. Ah oui, si, je les ai notés. Oui. Bon, la naissance de la culture occidentale. La mise en œuvre du progrès s'est faite par la symbiose, par le mariage, dans l'histoire européenne, de la culture judéo-chrétienne et de la culture gréco-latine. Que nous apporte la première, la culture judéo-chrétienne? Alors attention, je me contente, moi, que de parler de l'origine du progrès. Donc, s'agissant de l'origine du progrès, la Bible bouleverse la conception humaine spontanée du temps. Et je voudrais tout de suite, au lieu de citer la Bible et les millénaires qui précèdent 2018, citer François, le pape, dans son homélie du 31 décembre 2013, c'est la première année de son pontificat, je crois. Voici ce qu'il dit, et je l'expliquerai après. La vision biblique et chrétienne du temps et de l'histoire n'est pas cyclique, mais linéaire. C'est un chemin qui va vers l'accomplissement. Le temps cyclique, c'est quoi? C'est ce qui semble être la vision naturelle et universelle. Toutes les civilisations, sauf la nôtre. Et la nôtre aussi avant l'apparition, l'implantation du christianisme. Le temps cyclique est donc une vision naturelle et universelle qui est donnée par le rythme jour-nuit, par exemple. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le jour, il y a la nuit, temps cyclique. Ou encore par le rythme des saisons. Enfin, ça ne marche pas toujours ces temps-ci, hein. Mais printemps, été, automne, hiver, normalement. Celui de l'astronomie, le mouvement des astres, le mouvement mathématique des astres, donne l'évidence d'un éternel retour des mêmes événements, d'un éternel retour du même. Par le progrès, au contraire,
Et le mot progrès n'apparaît qu'au XVIIIe, donc par l'historicité, si on veut être plus exact. Mais bon, on peut employer quand même le mot progrès parce qu'on n'est pas en train de faire une thèse. Par le progrès, au contraire, l'homme envisage demain, c'est la nouveauté, envisage demain autre et meilleur qu'aujourd'hui. La Bible et son économie du salut, son processus du salut, développe une histoire qui progresse des prophètes jusqu'à Jésus. C'est entre autres ce qu'explique de façon très détaillée et attentive saint Augustin. Et Dieu prend une dimension historique en s'incarnant dans l'humanité. Bref, l'image du temps n'est plus le cercle, mais c'est le vecteur, la ligne droite, qui, à partir d'un passé, se projette vers un avenir différent, vers une altérité. L'altérité, c'est le caractère de ce qui est différent, de ce qui est autre, de ce qui change, vers une altérité historique plus épanouissante. Dès la Genèse est indiqué le sens du temps linéaire. En Genèse chapitre 1, verset 28, prospérez, à l'impératif, multipliez-vous et dominez la création. Ça, on nous l'a reproché beaucoup d'ailleurs après. Sur le coup, là, on lance la civilisation, comme on l'appellera bien plus tard, la civilisation occidentale. On la lance là. Mais de nos jours, cette phrase est critiquée, et on a tort de la critiquer parce qu'il faudrait tout lire, non pas un verset dans un chapitre, mais il y a le deuxième récit de la Genèse, vous savez qu'il y a deux récits, hein. Deuxième récit de la Genèse, donc chapitre 2, verset 15, qui parle, presque au contraire, même, qui donne mission aux hommes, qui donne mission à l'homme, d'entretenir le jardin d'Éden. Il y a même le mot travailler, enfin, on peut le traduire par travailler le jardin d'Éden. Entre parenthèses, le travail n'est pas une punition de Dieu après la faute originelle. Ce qui est la punition, c'est la pénibilité du travail. Mais le travail n'est pas une punition. Dès la Genèse, c'est écrit, hein, au chapitre 2, dès la Genèse, l'homme est au travail. Alors, toutes les cultures, c'est vrai, pas simplement la judéo-chrétienne, engendrent des progrès. Par exemple, les Grecs ne connaissent pas la Bible quand ils construisent l'acropole à grand renfort, à grands frais de progrès scientifiques et techniques. Athènes ne fait pas pour autant du progrès une valeur centrale. Il en fait une valeur esthétique, c'est joli. C'est bien fait, mais ils n'en font pas un élément essentiel de la civilisation. Pourquoi? Parce qu'ils sont marqués par l'idée de fatalité, l'idée d'ananké en grec, fatum en latin. L'idée de fatalité, c'est-à-dire que le sort en est jeté, on ne peut rien changer. Et vous connaissez l'histoire d'Oedipe, hein, Sophocle, il est condamné à épouser sa mère et assassiner son père. Il se jure bien de tout faire pour éviter ça, et il ne l'évitera pas. Le destin est plus fort, la fatalité est plus forte. Ce n'est pas du tout le cas de la pensée judéo-chrétienne, dans lequel l'idée de responsabilité personnelle est mise en avant, avec l'aide de la grâce. Mais les Grecs apportent à l'Europe quelque chose que la Bible n'apporte pas, c'est l'usage systématique de la raison. Attention de ne pas être raciste à ce sujet, il ne faut pas dire que les Grecs sont les seuls à posséder la raison. Hein, ça voudrait dire que les autres sont complètement idiots, quoi. Il s'agit de l'usage systématique de la raison. En se libérant peu à peu
de la pensée magique. La pensée qui croit que, avec certaines formules, on peut changer l'ordre des choses. Et les Romains appliqueront cette rationalité, ils l'appliqueront, à partir des Grecs, ils l'appliqueront à l'ordre juridique, ils vont inventer le droit. Enfin, ça commence avec les Grecs, on sait que la pièce Antigone, qui est encore de Sophocle, est interprétée aujourd'hui de façon très différente de Sophocle. Aujourd'hui, à nous, il y a beaucoup insisté là-dessus, tout le monde donne raison à Antigone contre le méchant Créon. Antigone qui va être condamnée à mort et être enterrée vivante, parce qu'elle veut enterrer ses deux frères, qui sont des traîtres pourtant, mais elle veut quand même les enterrer. Et Créon qui la condamne à mort. Hein. Mais l'idée de Sophocle, c'est qu'il ne sait pas s'il faut donner raison à la Thémis, c'est-à-dire la famille, et donc à Antigone, la tribu, le clan, ou s'il faut donner raison à Créon, c'est-à-dire la création de la cité nouvelle, la police, P-O-L-I-S, la police, la cité rationnellement construite avec des lois rationnelles. Il est en balance entre les deux. Il faudra un millénaire, je suis obligé d'aller assez vite, moi je passe un millénaire en 2 secondes, c'est pas un problème. Il faudra un millénaire, c'est-à-dire le Moyen-Âge, celui des élites, le Moyen-Âge des élites, comme Saint-Augustin au début du Moyen-Âge, ou Saint Thomas d'Aquin plutôt vers la fin, XIIIe siècle, et celui, j'insiste, des monastères, qui sont les véritables initiateurs du progrès, beaucoup plus que Saint-Augustin et Saint Thomas d'Aquin, qui sont totalement inconnus à l'intérieur des campagnes et même des cités, sauf une élite. Et qui vont jouer un rôle théorique très très important, ils vont apporter une structure de pensée, mais c'est bien dans les monastères qui sont à la fois des hôpitaux, des centres de recherche, des centres d'agronomie, des centres de tout ce que vous voulez, et qui vont... on parle de l'Europe des cathédrales, il vaudrait mieux parler avec plus d'intérêt de l'Europe des monastères. C'est ce qui va être à l'origine de l'Europe d'aujourd'hui. Et ces deux grandes cultures qui ne se ressemblent pas, la judéo-chrétienne et la gréco-latine, vont se marier. Il faudra donc 1000 ans. Les 1000 ans du Moyen-Âge. Il y a un film d'Umberto Eco, le grand intellectuel italien, qui s'appelle Le nom de la rose ou Au nom de la rose, je ne me souviens plus. Le nom de la rose, qui montre bien ce que je suis en train de l'expliquer. C'est-à-dire, alors, c'est sous l'angle d'un film policier, mais en fait, on voit bien le télescopage et le mariage en même temps de la culture aristotélicienne, ceux qui cherchent un livre d'Aristote qui est perdu, la symbiose donc de la culture aristotélicienne et de la culture chrétienne. Le film est pas mal fait. Et c'est bien l'intention du film, d'ailleurs, l'une des intentions du film. Et on va arriver, oui, comme je vais vite, on va arriver à Descartes, notre Descartes national, mais il est très international en fait, par les sciences mathématiques, physique, chimie, biologie, l'homme peut se rendre, et c'est lui qui le dit, je le cite, comme maître et possesseur de la nature. C'est dans la 6e et dernière partie du discours de la méthode. Et se rendre, alors il explique, moi j'ai pas le temps, mais il explique là, il s'agit bien de soit ce à quoi on pense, c'est-à-dire des progrès de la médecine, des progrès de l'agriculture, des progrès de la fabrication. C'est bien de ce progrès-là qu'il s'agit. Donc, par les sciences mathématiques, devenir maître et possesseur de la nature, pour combler les besoins de l'homme. Alors, c'est là que commence l'aventure, donc au XVIIe siècle, hein, c'est 1637, le discours de la méthode, l'aventure de la plus puissante, mais pas forcément la meilleure,
civilisation que le monde ait jamais connue. Le XVIIIe siècle, les encyclopédistes vont appliquer Descartes en quelque sorte et accélérer, c'est le siècle des Lumières, accélérer le progrès en montrant que, bon, Dieu, on peut peut-être s'en passer, parce que le salut, c'est maintenant le progrès scientifique, technique, médical, politique, etc. Mais le 19e va déchanter, parce qu'apparaissent les crises sociales fortes. Et quant au XXe siècle, alors lui, il va inventer un genre nouveau, la science-fiction. La science-fiction qui, au lieu de montrer que le progrès est un salut, va montrer que le progrès conduit à la catastrophe. C'est les films, les romans de science-fiction. Donc on voit bien que les choses ont changé, et en 1955, le basculement. Symbolique, évidemment, hein, tout le monde comprend que ce n'est pas le 1er janvier 1955 que ça change. Parce que l'année 1955 symbolise le basculement du progrès triomphant en progrès menaçant, avec la mort, 1955, de Pierre Teilhard de Chardin, et la publication, la même année, du best-seller de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique. Ces deux grands intellectuels du XXe siècle, enfin Lévi-Strauss qui a vécu plus de 100 ans, il est mort sur le XXIe. Donc ces deux grands intellectuels ont une vision complètement différente, radicalement opposée du progrès. Pour le premier, Teilhard de Chardin, alors, je dis en deux mots pour ceux qui ne le connaissent pas bien, mais on ne va pas ici s'apesantir sur la biographie, mais c'est un jésuite, c'est un prêtre, et c'est un scientifique internationalement reconnu comme paléontologue, c'est-à-dire la science de l'humanité et des espèces même passées, voire même la science de l'évolution. Et j'insiste sur l'évolution parce que, vous allez voir, jusqu'à là, l'Église était plus que réticente sur la théorie de l'évolution des espèces. Et Teilhard de Chardin, lui, il est à fond pour la théorie de l'évolution des espèces. Mais ce n'est pas tout à fait de ça dont je veux parler. Pour le premier, donc Teilhard de Chardin, le progrès des hommes fait suite à l'évolution des espèces. Et il incarne le courant de sophistication, de complexification du vivant. Du vivant qui est d'origine surnaturelle, cette complexification. Pourquoi c'est d'origine surnaturelle? Parce que le courant de la vie, qui va de l'amibe, du protozoaire, la bestiole à une seule cellule, à l'homme, c'est pas la même simplicité, ce processus contredit une loi fondamentale de la physique, la deuxième loi de la thermodynamique, qu'on appelle l'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E, et selon laquelle, tout le monde le sait, les mots sont peut-être étranges, entropie, tout ça, mais l'idée est simple, hein, c'est que l'univers va vers sa destruction. La Terre s'éloigne du Soleil, les électrons s'éloignent des noyaux, tout va vers une déperdition de l'énergie, une déstructuration de la matière. Et la vie, au contraire, va en sens inverse. Elle n'est donc pas naturelle, la vie. Elle n'est pas d'essence naturelle. Elle est d'essence surnaturelle. Et sur la matière inanimée, qu'il appelle symboliquement la lithosphère, lithos, la pierre, hein, sur la matière donc inanimée, la lithosphère est apparue la biosphère, sphère de la vie, qui va donc se complexifier. Puis, là-dessus, par complexification, la noosphère, c'est l'apparition de l'homme, noos, c'est l'esprit,
il y a deux eaux. Et au XXe siècle, lui il est au XXe siècle, donc Taylor, par le progrès scientifique, technique, moral, politique, hein, et spirituel, l'humanité ne construit rien moins, tenez-vous bien, que la Christosphère. On est en train de construire la Christosphère, la sphère du Christ. Et le Christ, c'est non seulement un personnage qui est Dieu et homme, il y croit Taylor de Chardin, évidemment, mais c'est aussi le corps mystique du Christ, selon saint Paul, et là, très concrètement, c'est l'humanité rassemblée politiquement dans une communauté pacifique et coopérative, et qui, par la science et la technique, maîtrise la totalité du cosmos. Et qui s'identifie donc à Dieu, la Christosphère. Pendant un certain temps, Taylor de Chardin a été plus ou moins mis à l'index par l'Église, ça se faisait beaucoup à l'époque, jusqu'à ce que, et ça c'était assez inattendu, Benoît XVI, c'est inattendu parce qu'il n'est pas le plus, au départ, il n'est pas le plus libéral de tous les papes, Benoît XVI, dans une exhortation apostolique, Lumière du monde, en 2010, cite nommément Taylor de Chardin et parle de Christosphère, et en approuvant pleinement le terme de Christosphère, il le définit lui-même, Benoît XVI, sphère dans laquelle l'homme et le monde ne font qu'un avec Dieu. C'est dans l'exhortation apostolique de Benoît XVI, Lumière du monde. Donc, triomphe inouï du progrès, vous vous rendez compte, là? Personne n'avait encore vu le progrès comme ça, là. Triomphe inouï du progrès, l'homme devient carrément Dieu. Hein, grâce à la grâce, hein, mais il est carrément Dieu. Or, la même année, je l'ai dit, Lévi-Strauss rétorque qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas d'historicité. Il dit qu'il est semblable au Nambiquara du Mato Grosso. Mato Grosso, c'est des montagnes qui sont au nord-est du Brésil, et les Nambiquara, c'est l'une des tribus qui vit dans ces montagnes, et Lévi-Strauss, qui est ethnologue, a vécu longtemps avec les Nambiquara. Et il dit, je suis semblable au Nambiquara des Mato Grosso, ce qui signifie que l'homme est le même là-bas, dans cette tribu, qu'au centre de Paris, ou dans les environs de Prouille. C'est les mêmes. Et surtout que, loin d'organiser le monde, comme le croit Taylor de Chardin, vers une convergence heureuse, le soi-disant progrès, au contraire, dissipe, dit-il, dans Triste Tropique, des milliards de structures et accélère l'entropie, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire accélère la désintégration de l'univers. Et il écrit cette phrase qui joue sur les mots et qui se veut comique, humoristique, je ne suis pas sûr que ça fasse rire tout le monde. Plutôt qu'anthropologie, il faudrait dire anthropologie. Alors attention, le premier, plutôt qu'anthropologie, A-N-T-H-R-O, c'est-à-dire science de l'homme, plutôt qu'anthropologie, science de l'homme, il faudrait dire anthropologie, E-N-T-R-O-P-O, c'est-à-dire science de l'autodestruction logique de l'univers. L'épuisement des ressources naturelles, la pollution et ses conséquences climatiques ne sont pas, et c'est très important à le dire ça, ne sont pas une erreur ou un accident du progrès. On le croit trop souvent, même beaucoup d'écologistes le croient. Une erreur d'aiguillage. Non, la catastrophe environnementale entre dans la définition même du progrès. Pourquoi? Parce que le progrès n'a qu'un but, surtout quand il est complètement sécularisé, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu n'y est plus, le spirituel n'y est plus. Le progrès, donc entièrement sécularisé, n'a qu'un but, que l'humanité, et depuis l'homme de Cro-Magnon, hein, et c'est conscient, que l'homme, que l'humanité, prenne plus que sa part
dans les équilibres naturels pour se satisfaire. C'est ça le progrès. Que l'homme prenne plus que sa part. Tant qu'il n'était que chasseur, faiblement armé, et cueilleur de baies sauvages, les hommes s'inscrivaient, tant bien que mal, ils vivaient jusqu'à 25-30 ans, les hommes s'inscrivaient tant bien que mal dans les écosystèmes de leur migration. Mais avec le progrès agricole, puis progrès industriel, l'humanité consomme beaucoup plus que sa part, et si elle consomme plus que sa part dans l'équilibre des écosystèmes, elle va rejeter plus que sa part, pas simplement les rejets alimentaires, mais les rejets industriels, elle va rejeter plus que sa part, et c'est bien là l'origine de la crise. Alors j'en viens à l'alinéa suivant, la grande espérance. Tout n'est pas si noir. Oui, c'était mal barré là, quand même. On peut voir émerger une spiritualité écologique. Moi, je la constate auprès de mes amis militants écologues environnemental et qui ne sont pas forcément chrétiens. Je la constate, et ils sont d'accord d'ailleurs sur ce terme. On peut voir émerger une spiritualité écologique qui retrouve quelque peu la sensibilité biblique du temps linéaire. Il y a d'abord ce souci du bien commun. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, l'Occident c'est d'abord l'Europe, puis quand apparaît la puissance de l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, c'est ça l'Occident. Puis après on peut jusqu'aux contradictions géographiques. On range maintenant dans l'Occident, le Japon et l'Australie, qui, semble-t-il, géographiquement se situent pas nettement dans l'Occident, mais dans l'Occident, tous les pays industriellement développés. Donc, il y a d'abord ce souci du bien commun, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, la mouvance écologiste ne se contente pas de se soucier du bien commun dans notre temps, aujourd'hui, 2018, et de celui de nos proches enfants. Donc on a tous un souci spontané, allez, jusqu'à 2050. On essaye d'être attentif sur ce qui va se passer là. Elle se préoccupe de générations lointaines. L'écologie s'ouvre à l'inconnu. L'écologie s'ouvre même à l'infini. L'infini de l'humanité, l'infini de la création. Cet infini que je mets quand même entre guillemets, parce qu'il y a peut-être une fin des temps, mais cet infini de l'humanité n'est pas vécu comme une abstraction. Jusqu'à présent, c'était vécu comme une abstraction. Que sera l'humanité dans 1000 ans, 2000 ans? C'est une abstraction. On ne sait rien du tout. Cet infini de l'humanité n'est pas vécu comme une abstraction. En effet, cet infini demande des comptes. Cette humanité, dans 2000 ans, nous demande des comptes aujourd'hui. Qu'avons-nous fait de la planète? Il y a là comme une transcendance, une pseudo-transcendance. Mais c'est une marche qui vient peut-être, qui va peut-être vers la christosphère, qui va peut-être vers la conversion à l'évangile, une transcendance qui interpelle une fraternité universelle au-delà des temps présents. Il y va même de notre dignité d'homme d'aujourd'hui. Et il faut savoir que, je ne peux pas développer, je n'ai pas le temps, mais qu'en droit, l'humanité de demain n'a aucune existence. Il n'y a pas d'existence juridique d'homme qui n'existe pas encore. Et donc l'écologie est en train d'initier cette dimension de reconnaissance d'une humanité qui n'existe pas encore. La transition énergétique, celle qui passe
des énergies polluantes aux énergies non polluantes. Encore que là, je résume trop vite, hein, parce que qu'est-ce qu'on fait du nucléaire? Le nucléaire, il est non polluant. Mais alors, de quel côté il est, la transition énergétique? La transition énergétique, l'économie circulaire, avec le fait qu'on récupère, on recycle les déchets pour éviter l'épuisement des ressources naturelles et pour éviter aussi la pollution d'ailleurs, s'enracine dans une nouvelle perception de la nature. On change de perception de la nature. Avec la première révolution industrielle, catastrophe, il s'agissait de faire rendre gorge à la nature. Le travail dans la mine, j'y suis allé une fois comme syndicaliste, ça a été la frayeur de ma vie d'ailleurs. Je suis donc descendu dans la mine en Lorraine, il y en avait encore, et là on voit bien la violence, l'incroyable violence, il fait une chaleur terrible, il y a de la poussière partout, on est en danger permanent, on nous dit qu'on est en sécurité, mais les béotiens comme moi, on n'était pas sûr, parce que les arceaux pliaient, et on se disait si ça plie, il me tardait de remonter, moi. Et donc, on voit cette violence hein, de l'homme qui fait rendre gorge à la nature, et pas simplement dans les mines, bien sûr. Tout ça pour satisfaire de plus en plus les besoins humains, dans une triple violence. Violence faite à la nature, je viens d'en parler. Quand on détruit la forêt pour mettre un champ, violence faite à la nature. Mais il y a aussi violence faite à l'homme par la culture de l'effort, la culture de la discipline, la culture de l'exploitation, la culture du rendement. Et violence entre les hommes, et ce sera la lutte des classes. Dans la transition, la nature, dans la transition énergétique, là, la nature devient ce qui doit être sauvegardé au contraire. Et, non, il ne s'agit plus de lui faire rendre gorge. Elle doit être sauvegardée dans sa diversité et sa pureté originelle. Le respect du vivant, et c'est là que ça devient un peu compliqué, du vivant et de ses temps cycliques, entre dans la perspective du temps linéaire du progrès. Je m'explique. Le progrès, c'est bien le temps linéaire. Et on est bien toujours dans la culture d'un demain meilleur qu'aujourd'hui. C'est bien le sens de la lutte militante écologique. Mais cette lutte dans un temps linéaire tient compte désormais du temps cyclique du vivant. Les deux temps se trouvent ainsi impliqués l'un dans l'autre. C'est pourquoi je vous parlais du début de complexité. Certains auteurs, à commencer par, parce que je ne veux pas parler de tous, je ne les connais pas tous d'abord, hein, à commencer par Jérémy Rifkin. Alors Rifkin, R-I-F-K-I-N, Rifkin très vite est un Américain qui, alors on ne sait pas trop ce qu'il est comme, hein. Il est économiste, il est sociologue, il est futurologue, et il a travaillé plus ou moins pour la Maison Blanche, mais surtout, son influence est grande en Europe et en Asie, beaucoup plus qu'aux États-Unis, où elle est déjà importante. Et en Europe, il est même l'ami de beaucoup de dirigeants européens, à commencer par Juncker, le président de la Commission, mais aussi Angela Merkel, hein, le chancelier. Il est même arrivé, c'est le seul, il est même arrivé à faire voter un texte par le Parlement européen qu'il avait écrit lui-même. Et qu'il n'a pas fait en cachette, hein. Il a donné à des députés son texte. Et il a mis aussi avec les dirigeants chinois, et très amis avec les dirigeants chinois. Donc c'est quelqu'un d'un peu curieux. Hein, alors un peu moins maintenant, pas tellement parce qu'il a vieilli, mais parce que ses idées se sont banalisées. Ses idées se sont banalisées, mais on va quand même en parler. Alors, oui, Rifkin. Il voit aussi
dans les usages des technosciences, c'est un terme à la mode ça, les technosciences, l'avènement possible d'une société collaborative. Et ça m'intéresse. Parce que si on veut sortir de l'ornière, il ne s'agit pas de mettre en place des idéologies. Tout à l'heure, j'ai cité des phrases de François qui auraient pu être dites par des marxistes. Mais il n'est pas du tout marxiste. Et l'une des différences fondamentales, et qui est soulignée hier soir par Elena, l'une des différences fondamentales, c'est qu'il n'y a aucune idéologie, il refuse l'idéologie. L'idéologie, c'est, vous avez un problème, j'ai le résultat clé en main. Et puis, vous allez le suivre parce que c'est sûr, c'est la vérité. Ça, c'est l'idéologie. Au contraire, le pape dit, j'en sais rien. Mais il faut expérimenter, ouvrir des pistes. Se tromper, changer, repartir dans un autre sens. Donc, aucune idéologie. Et Rifkin est dans cet état d'esprit de la société collaborative. C'est une des pistes. C'est une piste. On va voir qu'il y a des défauts. Hein, je les soulignerai, les défauts de. C'est ça la complexité. Hein, donc, il voit la naissance d'une société collaborative, donc esprit de communauté, esprit de fraternité, on va voir comment ça fonctionne, mais très vite, sur les ruines de notre société hiérarchisée et hyper concurrentielle. Pierre Giorgini, qui est le président de l'Université catholique de Lille, et qui est un scientifique, Pierre Giorgini observe une émergence dans la créativité, grâce aux nouvelles technologies. Et il cite cette voiture de Fiat qui a été co-conçue au Brésil par 17 000 personnes travaillant sur la même plateforme numérique et qui chacun apporte une idée, qui en corrige une autre, assistée par ordinateur, etc. La plateforme numérique donc redistribue les échanges d'idées et permet une interconnexion entre les personnes. Je voudrais dire que cette société collaborative va vers une autonomie du travailleur. Chacun devient de plus en plus aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, un expert dans ce qu'il fait. Et il fait autorité. Il n'a pas autorité de commandement, mais il fait autorité parce qu'on est obligé, dans l'entreprise, PME ou grande entreprise, on est obligé de passer par lui pour résoudre tel problème. C'est que lui, il le sait le faire. Et chacun a son truc qu'il sait faire. On va vers une autonomie du travailleur, d'autant plus que apparaît la généralisation de l'imprimante 3D, c'est-à-dire d'un outil qui permet à chacun d'exprimer un travail complet, ou un travail qui va s'insérer dans un ensemble. Il y a aussi l'idée de complémentarité avec l'intelligence artificielle, de crowdworking. Alors moi je ne sais pas comment on prononce trop parce qu'on préfère faire de l'allemand et pas d'anglais, mais crowdworking, on va demander à Chen comment ça se prononce, mais crowdworking, c'est l'idée que j'ai quelque chose à faire, je suis avec mon imprimante 3D, avec mes ordinateurs, j'y arrive pas, je fais appel sur Internet, comme une bouteille lancée à la mer, pour savoir si sur la planète, il n'y a pas quelqu'un qui doit me renseigner. Paraît-il, ça marche, moi, je ne pas dedans. Il y a les Fab Labs, les laboratoires de fabrication qui sont vraiment un symbole caractéristique de cette société collaborative, parce que là, les pouvoirs publics mettent en place des espaces où il y a des outils numériques et autres, et où chacun vient comme il veut, comme on va au café, et collabore avec le copain qui est à côté, qui fait tout autre chose, qui est en train de refaire son embrayage avec son imprimante 3D, alors que lui a une autre idée totalement différente. Mais quand même, il dit, mais comment je fais? Je suis bloqué là, je fais quoi? L'autre il vient voir, etc.
Donc on est vraiment vers cette société collaborative. Là, je vois que les aspects positifs pour l'instant. Les capitaux participatifs, ça fonctionne. Hein, les gens qui donnent de faibles sommes, à partir de plateformes numériques, de faibles sommes pour finalement on arrive à trouver des capitaux importants. Les start-up, etc. Dans la consommation, ça c'était la production, il y a de plus en plus, vous le savez, l'usage plutôt que la propriété. Blablacar, enfin on va passer. C'est maintenant devenu commun. C'est pour ça que Rifkin, on en entend un peu parler, parce que c'est banalisé son truc. Il y a aussi l'économie circulaire, j'en ai parlé, la traçabilité sociale et écologique des produits et services, c'est-à-dire savoir d'où viennent ces produits, comment ils ont été fabriqués. Mais peut-être que tout n'est pas si rose, hein, il y a des difficultés. Rifkin imagine d'étendre la société collaborative de production et d'échange à toute la vie civile. Par exemple, que chaque foyer produise de l'énergie, par le solaire ou l'éolien, solaire surtout, mutualisée à son tour dans des réseaux d'échange. Mais ça existe déjà, hein. Les gens qui produisent l'électricité la vendent à EDF. Ça existe déjà. Et de distribution. Alors, l'Audat aussi en parle, paragraphe 179, de ça. De cette production d'énergie à partir de son propre logement et de la mise sur réseau. Paragraphe 179. Sur le modèle d'Internet, ou plus exactement encore, parce que c'est vraiment le triomphe de l'excellence, de Wikipédia. Wikipédia, un service quasiment gratuit. Il demande maintenant 5 €, je crois, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment le triomphe de la coopération intellectuelle non monnayée. Cette économie, donc, que l'on retrouve dans la consommation, hein, le partage de sa voiture, a plus besoin de collaboration que de concurrence. C'est un changement complet dans l'économie. Et j'ai envie de citer Elena Lassina, qu'elle n'en a pas parlé hier, mais elle a beaucoup travaillé en économie sur cette idée que plutôt que la concurrence, l'économie d'aujourd'hui peut permettre la collaboration. Et c'est une idée importante parce que c'est un changement de style de vie, comme dit François dans l'encyclique. Elle se décentralise à l'extrême jusqu'à remettre en cause, d'ailleurs, d'après Rifkin, les pouvoirs centraux des multinationales de l'énergie. On n'a plus besoin des multinationales de l'énergie. Mais les visions de Rifkin, ou de ses copains, sont aussi très contestées, je suis obligé de vous le dire. Hein. Les réseaux numériques, contrairement à ce que laisse entendre Rifkin, ne sont pas des no man's land sur lesquels tout le monde pourrait travailler de façon neutre. Ils sont accaparés par les GAFA. Et ça ne va pas être facile de l'emporter sur eux. On voit bien combien les États ont peur des GAFA. Les GAFA sont actuellement plus puissants que les États. GAFA, c'est Google, Amazon, l'autre c'est Facebook et Apple. Le vent et le soleil, dit Rifkin, sont gratuits. Et on aura tout gratuit. Et il a fait un livre où il parle de l'économie à coût marginal. Tout va être quasiment gratuit parce que rien ne coûte plus rien. Avec les robots, le numérique, l'énergie gratuite. Voilà. Mais pas leurs capteurs. Les capteurs, eux, il a oublié ça. Hein. Les capteurs sont très gourmands de ressources rares et chères. Donc tout ne va pas si bien là-dedans. Alors, il faut peut-être que j'accélère. Alors, attendez, je vais dire. On va en sauter, hein, voilà. Non. Mais si. Il y a eu du retard au départ, c'est pas votre faute. Oui. J'ai une proposition. C'est que nous avons prévu l'heure médiane à 11h50. On peut peut-être décaler le tout finalement.
si cela vous ennuie pas trop, de ne pas aller à l'heure médiane. Je pense que ce serait intéressant de continuer avec Bernard jusqu'à la fin, mais il faut aussi qu'il y ait le temps des tables rondes et aussi des carrefours, c'est très important. Oui, non, mais il faut me dire si je peux sauter Alors, on tend vers un nouveau contrat social. L'indécence de notre actuel... Je crois qu'il y a le sous-titre. Oui. Non. Je ne sais plus. Oui, pour un nouveau contrat social, c'est le 4. Mais je vais accélérer, L'indécence de notre actuel contrat social peut s'exprimer, pour résumer vite, par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il est connu de tout le monde. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça, c'est la base du contrat social, le nôtre, 2018, en France et ailleurs, mais peut-être pas partout, loin de là. Et tous les éducateurs, j'ai eu 4 enfants, je les ai toujours, mais il est né à 52 ans, alors que je lui donne plus de leçons. Tous les éducateurs, à juste titre d'ailleurs, réaffirment que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. On explique ça à nos enfants. Cependant, au seuil de la transition énergétique, ce mode de relation à autrui est très insuffisant. Il contractualise une simple coexistence pacifique, et pas une collaboration. Les autres même, attention, par cette phrase, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, ou bien la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ces phrases sont une limite de ma liberté. Les autres sont montrés du doigt comme des adversaires potentiels de mon espace vital. Un handicap possible à mon épanouissement. Ils sont une clôture. Or, l'écologie contemporaine redécouvre le bien commun. J'ai dit tout à l'heure, cette valeur sociale chrétienne développée par saint Thomas d'Aquin. Si l'on veut limiter le gaz à effet de serre, l'individualisme, qui est consubstantiel à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et Marx y a beaucoup insisté sur le fait que la Déclaration des droits de l'homme était en fait très très individualiste, conduit à l'échec. La société collaborative, dont on parlait à l'instant, requiert un autre paradigme du contrat social. Et je l'énonce lentement. La liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même et des autres. La liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même et des autres. Là, autrui n'est plus l'ennemi potentiel. Je ne suis plus sur le qui-vive vis-à-vis de lui. De lui-même, des autres, et aussi peut-être des êtres vivants, de tous les êtres vivants. C'est le contrat social de la fraternité responsable, de la solidarité militante, de l'altruisme interactif. Bon, je vais sauter un passage sur le Grenelle de l'environnement qui était un bon exemple, mais bon. Simplement, dans ce paragraphe que je saute, dire que le pape n'est pas du tout contre le progrès. Par exemple, les paragraphes 41 et 42 montrent bien qu'il faut faire un bon usage du progrès et accélérer le progrès pour résoudre les problèmes actuels. Mais je vais en sauter un peu plus. Et me trouver donc au 5e an 2015-2018, où on en est aujourd'hui, que fait l'humanité? L'encyclique paraît en juin 2015, Laudato Si. Et elle a un fort impact, je l'ai dit. Et la COP 21, qui n'est pas d'église, elle, qui est de l'ordre des Nations Unies, se tient à Paris le 12 décembre de la même année 2015, 6 mois après donc. Se trouve aussi autour des élections régionales en Europe.
Il n'y a jamais eu autant de chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis ensemble dans le même lieu. Et le record n'a pas été battu depuis la création de l'ONU en 1945. C'est un accord qui écrit dans son texte qu'il est universel, qu'il est contraignant et qu'il est égalitaire. Il écrit. Mais il n'est valable que pour les pays développés où on chiffre effectivement les progrès environnementaux que doivent faire les États riches. C'est chiffré. C'est chiffré pour la France, c'est chiffré pour des États de pays développés, et c'est censé être contrôlé. Et les autres pays en voie de développement, eux, doivent améliorer leurs efforts, sans qu'il y ait de chiffres. C'est revisitable tous les 5 ans, et l'objectif, vous le savez, c'est 1,5 degré à l'horizon 2020, alors ça dépend, 2030, pardon, 2050. 1,5 degré, au départ c'était 2 degrés. Alors, on était parti pour négocier sur 2 degrés, puis après ça a été 1,5 degré. Il y a de multiples causes au changement climatique. Et le pape le dit avec honnêteté au paragraphe 23 de la Laudato Si. Il n'y a pas que l'homme qui participe au réchauffement climatique, même s'il y prend une très grande part. Et le pape fait allusion, c'est dans le texte, le paragraphe 23, il fait allusion au changement léger d'orbite de la Terre, à des problèmes solaires. D'ailleurs, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été professeur à Montpellier, et après directeur de la Bibliothèque nationale, Emmanuel Ladurie a écrit 3 volumes énormes sur l'histoire du climat, s'appuyant sur les scientifiques, et on serait en pleine période de réchauffement climatique pour 20 000 ans. On est au milieu des 20 000 ans. Attendez encore 10 000 ans, et ça va se Donc, l'idée forte de réduction des gaz à effet de serre et de lutte contre la déforestation, puisque la forêt absorbe le CO2. Mais les chiffres apportés, ils devaient les apporter, ils les ont apportés, par les 186 pays qui ont apporté leurs chiffres, leurs promesses, leurs engagements, tendent vers 2,7 degrés. Et ça, c'était bien à la COP 21. L'accord n'entre en vigueur qu'en 2020. Donc il n'est pas encore en vigueur. Et depuis, les USA sont partis. On s'engage à 100 milliards par an d'aide. C'est un plancher. Mais à partir de 2020, de nouveau. Pour aider les pays en voie de développement à aller dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. En 2015, le compte n'y était évidemment pas, il n'y est toujours pas. Et surtout, il n'y a aucune sanction prévue. Il n'y a aucune sanction. Celui qui ne respecte pas les chiffres qu'il s'est donné lui-même va lui faire rien du tout. Si on regarde le GIEC, qui a rendu son rapport en 2018, le GIEC c'est l'organisme de l'ONU qui s'occupe des questions climatiques, le GIEC nous dit qu'en 2017 il y a eu aggravation et non pas diminution. Je ne citerai pas tous les chiffres qu'il donne, il en donne beaucoup. Je voudrais en donner quand même un autre qui m'a été donné parce que tout le monde a chez lui la facture d'EDF. Dans la facture d'EDF, à un moment, il y a marqué l'origine de l'électricité. C'est bien d'ailleurs. Et l'information est bien, mais le contenu n'est pas terrible. 75% nucléaire. Et solaire plus éolien, 1%. Le nom,
non fossile et le non nucléaire, c'est plus de 1%. Il y a l'hydraulique dedans. Mais pour ce qui concerne simplement solaire et éolien, 1%. Et on est en 2018. Donc le GIEC est pas très optimiste et on passe à tout est lié. Vous voyez que j'accélère. Tout est lié. Elena y a incité hier et c'est très important. Ça donne d'ailleurs la complexité, hein, le fait que tout soit lié. D'abord, le lien entre l'écologie et la justice sociale. Vous connaissez le slogan, qui est très bon. Écoutez tout autant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et c'est pas simplement les pays pauvres, c'est les pauvres des pays riches aussi. Et il y en a de plus en plus des pauvres des pays riches. Pourquoi? Parce que c'est la même cause. La cause de la précarité et de la pauvreté est la même que celle du réchauffement climatique et de la destruction de la planète, à savoir une rentabilité immédiate de tout et une maximalisation du profit des grands groupes. Mais faites attention, ne caricaturons pas, et le pape ne caricature pas. Il n'y a pas que les méchants capitalistes là. Il y a vous, il y a moi. Parce que quand on va placer nos petits 1000 € d'économie à la banque, qu'est-ce qu'on lui demande? Le maximum de rendement, le maximum de sécurité, bref, la même chose que demandent les gros capitalistes. On est exactement dans le même état d'esprit. C'est culturel. C'est pas un groupe parmi les autres. L'égoïsme, hein, c'est les causes que développe François. L'anthropocentrisme, on en a parlé hier, à savoir que l'homme croit que tout est fait pour lui. Tous les êtres vivants, toute la création est faite pour lui. Alors, c'est en partie vrai. Il est bien le number one de la création. Mais il doit entretenir précisément le jardin qui n'est plus l'Éden, mais il doit entretenir la planète au lieu de la détruire à son profit. Il dénonce le paradigme techno-économique, c'est-à-dire le modèle économique fondé sur l'alliance étroite des nouvelles technologies et du profit maximum. Pour un nouveau paradigme, qui est celui, vous le savez parce que vous en avez parlé beaucoup, qui est celui de l'écologie intégrale. Et puis il y a absence totale de référent, dit le pape, qui transcende l'homme. Et l'homme se prend pour Dieu. Mais pas comme Théard de Chardin le dit, parce que quand Théard de Chardin parle de Christosphère, c'est bien en lien direct avec la personne du Christ. C'est pas... Deuxième lien entre écologie et éthique. Et là, il nous dit au paragraphe 61, nous avons cessé de penser aux fins de l'action humaine, aux fins FIN. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de finalité. Le monde fonctionne, mais n'a pas de sens. Ça me fait penser à ce sculpteur qui s'appelle Tinguely, qui est pas mal des fois hein, comme sculpteur. Mais sa caractéristique, c'est qu'il fait des machines. Son œuvre d'art, c'est des machines qui ne servent à rien. Alors il y a des chaînes, il y a des bielles, il y a des mouvements. Il y en a même qui s'autodétruisent. Mais d'autres continuent donc à fonctionner. Il faut une source d'énergie. Et ces machines, elles symbolisent bien notre culture. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où on va. Mais il faut que ça fonctionne. Il faut maintenir l'entreprise en vie. Mais c'est le but, quoi. C'est le but final. Maintenir l'entreprise en vie. Pourquoi faire ça? On fera n'importe quoi pour que ça marche.
Et il y a un appel du pape donc aux populations, j'ai déjà dit, pour obliger les gouvernants à prendre une dimension, à avoir une dimension éthique. Cette dimension éthique commençant par, c'est pas que ça, mais commençant par donner un but des valeurs. Et enfin, le dernier lien entre écologie et spiritualité. Le retour aux valeurs du beau, de la beauté, comme valeur spirituelle, et de la dignité de la personne humaine, et pas simplement le soi-disant utile. L'utilité mise au rang de valeur principale, je m'en excuse pour le gêne, mais c'est essentiellement anglo-saxon, ça, dans la tradition philosophique. Et la Grande-Bretagne est bel et bien dans le continent européen, mais l'ensemble du continent n'a pas comme tradition philosophique l'utilité. Donc il faudrait peut-être revenir à nos propres sources. Retrouver le Créateur derrière la création. Le Christ est incarné, il y est dedans. Toutes les créatures, je ne peux pas développer, mais toutes les créatures ont une valeur en soi, Héléna l'a dit hier, et elles sont appelées au salut. Saint Paul le dit déjà, mais François y insiste. Toute la création est appelée au salut. Et il faut changer de style de vie. J'en ai un peu parlé avec la société collaborative, qui n'est qu'une piste. Qui n'est qu'une piste. Je l'ai critiqué d'ailleurs, mais je n'ai pas eu le temps de finir la critique. Mais on peut critiquer cette société collaborative. Mais ce changement de style, c'est sortir de soi vers l'autre. S'il y a bien une expression qui revient dans tous les écrits de François, y compris celui sur la sainteté, sa mort, ou celui sur la joie de l'évangile, c'est sortir de soi. Et sortir de soi vers l'autre. Dieu, les hommes, la nature, et c'est ce que j'essaie de dire dans le bouquin que je suis en train de sortir, mais je le lis moins bien que ce qu'il dit là dans Laudato Si. Et ma conclusion, c'est la citation 210, 210 c'est le paragraphe dans Laudato Si, 210, parce que je trouve que c'est celle qui résume le mieux. J'ai cherché une formule qui résumait ce qui était le nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, donc c'est... je l'ai, moi, je vais le lire là, si je ne retrouve pas ma feuille. Voilà, je ne la retrouve pas, donc je me tourne. Donc, c'est écrit là, les 4 niveaux d'équilibre écologique de l'homme intégral, donc paragraphe 210, c'est des citations, en fait, que je résume. Niveau interne, équilibre, donc niveau interne avec soi-même. Êtes-vous en harmonie avec vous-même? C'est d'abord ça, l'écologie intégrale. Mais aussi, niveau solidaire avec les autres. Un équilibre, c'est toujours l'idée d'équilibre écologique, 4 niveaux d'équilibre écologique. Niveau naturel avec tous les êtres vivants. On a eu hier l'expérimentation de l'araignée sur la tête de quelqu'un. Et enfin, le niveau d'équilibre, donc toujours pareil, équilibre écologique, niveau spirituel avec Dieu. Voilà ce qu'est le nouveau paradigme que voudrait proposer François à l'humanité. C'est finalement un autre bonheur qui implique se sortir de soi, mais qui commence par soi quand même. Est-ce que je suis en harmonie avec moi-même? Ou est-ce que je me dégoûte? Il y a un passage d'une lettre de Saint Jacques, donc dans le Nouveau Testament, une lettre de Saint Jacques qui dit: est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir? Eh bien oui, est-ce qu'on peut se regarder? Est-ce qu'on ne se dégoûte pas nous-mêmes? Ce qui signifierait que le Christ n'a pas existé, parce que le propre du Christ est de faire en sorte que nous retrouvons intégralement notre dignité spirituelle malgré nos indignités morales. Donc, voilà les 2 paradigmes. Voilà comment le progrès est perçu aujourd'hui, du moins tel que j'ai essayé de l'entrevoir, et excusez-moi d'avoir été beaucoup trop long.
Alors, comme hier, après une très courte pause, vous êtes invités à rejoindre les ateliers dans lesquels vous étiez effectivement hier pour discuter, reprendre le contenu de ce qui a été, de ce que vous avez entendu et réfléchir également à partir d'une question qui est la suivante: reconsidérons le progrès à partir de Laudato Si. Comment reconsidérer le progrès? Voilà, je crois que on me fait signe. Le groupe 2 qui était dans cette pièce, on ne va pas tout enlever, on va aller dans la pièce qu'on appelle une pièce à moquette, parce que vous verrez, il y a la moquette qui est juste là. Bon, donc maintenant, vous savez.